Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du TN Show. Aujourd'hui, c'est une émission automobile qui vous attend. On a le plateau qui est comme d'habitude composé de Mathias qui nous rejoint maintenant pour chaque émission automobile, Tom que vous voyez toutes les semaines avec moi, Alan également. Voilà, donc je vais faire le même format qu'on avait fait lors de la première vidéo automobile. Je vais les laisser parler puisqu'ils s'y connaissent davantage sur le sujet que moi. Ils ont de meilleures connaissances, ils ont travaillé, voilà, une fois n'est pas coutume, ils ont fait des chroniques. Tom va vous parler de Ferrari, une chronique surprise, vous verrez en temps voulu. Il va aussi revenir sur l'actualité de la F1 et de la MotoGP. Voilà, ça c'est pour Tom. Et Alan va vous parler de la nouvelle campagne de la sécurité routière, des avancées dans le domaine de l'électrique et des voitures électriques, et puis aussi enfin de la Subaru volante. Voilà, un programme très intéressant. Mathias va venir compléter chaque analyse avec des détails un peu plus techniques. Voilà, ça sera très intéressant. Vous êtes prêts? C'est parti! Voilà, donc un programme très intéressant, comme je vous l'ai dit en introduction. On va laisser dans un premier temps la parole à Alan qui va vous présenter justement la campagne de la sécurité routière concernant les médicaments. En effet, la sécurité routière se bat de nouveau contre la conduite sous l'emprise de certains médicaments. Il s'agit d'un fléau en France, conduire après avoir pris certains médicaments trop souvent mal perçus. La sécurité routière se mobilise une fois de plus en lançant une nouvelle campagne de sensibilisation. La prise de médicaments n'est pas anodin, comme vous pouvez le penser, et elle a un impact sur la sécurité et la conduite. Il faut rappeler que la part d'accidents attribuables aux médicaments n'est pas aussi élevée que d'autres facteurs tels que la vitesse, l'alcool ou la drogue, mais néanmoins, c'est tout de même 3 à 4% des accidents sur la route. Certains médicaments, comme les plus connus comme les benzodiazépines, sont pris par les Français notamment contre le stress, l'anxiété ou l'insomnie. C'est au total plus de 11 millions de Français qui en consomment au moins une fois dans l'année. Seulement, et oui, il faut savoir, tous les dérivés des benzodiazépines sont contre-indiqués pour la conduite. Afin de sensibiliser la population, une nouvelle campagne autour du risque lié à certaines pathologies également, ou à la prise de médicaments autres que les benzodiazépines, est lancée. Plus de 100 000 médecins recevront un memento leur détaillant toutes les pathologies pouvant avoir une incidence sur la conduite et donc indiquer d'une façon plus raisonnable à leurs patients la conduite à tenir en cas de prise de certains médicaments. Il existe pourtant un moyen simple pour identifier les médicaments présentant un risque, le pictogramme. Le premier niveau et la couleur jaune n'est pas une contre-indication, mais invite à lire la notice et rester vigilant quant à une éventuelle manifestation d'effet. Le deuxième niveau, le couleur orange, nécessite l'avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien avant de prendre le volant. Enfin, le dernier niveau, la couleur rouge, indique qu'il ne faut absolument pas conduire. Avant de reprendre le volant, il est nécessaire de demander l'avis de votre médecin. Avant la prescription d'un médicament, il faut indiquer quel type de transport vous utilisez afin de trouver un traitement qui altère moins la possibilité de conduire si vous devez absolument prendre un véhicule où vous êtes au volant. Il est aussi indispensable de mentionner à votre médecin tous les médicaments que vous prenez déjà afin d'éviter les contre-indications ou également les effets secondaires liés à un mélange de médicaments.
Cette campagne arrive dans une période plus difficile pour les usagers de la route. La saison hivernale et le passage à l'heure d'hiver ont des conséquences sur la sécurité routière chaque année, puisque le nombre d'accidents en novembre par rapport au mois d'octobre est en hausse chaque année, et cela s'empire à chaque fois jusqu'à l'approche des fêtes. Je pense que dans ce sujet-là de médicaments, c'est surtout une méconnaissance qu'il y a du public et du coup, c'est intéressant qu'il y ait une campagne de sensibilisation comme tu l'as bien détaillé. Bon, alors nous, on va prendre un peu plus de vitesse maintenant. On va laisser Papy Alan avec ses médicaments et on va plutôt aller sur les circuits de moto et de F1, là où la vitesse, il faut le dire, est un petit peu plus élevée. Voilà, et donc Tom va vous présenter une chronique sur le Grand Prix de F1 et les motos Grand Prix. Alors maintenant, pour suivre ce que disait Tristan, oui, on va parler de la catégorie reine, la MotoGP. En tout cas pour la moto, la catégorie reine, c'est la MotoGP. C'est le championnat le plus élevé. C'est le championnat le plus élevé pour la moto. Désolé, mes confrères sont très... Non, on n'a pas bu d'alcool, on a respecté les recommandations de Monsieur Papy. Je leur ai dit qu'on mélange pas l'aspirine et la vodka, mais ils n'ont pas compris. Donc bref, la MotoGP, c'est la catégorie reine, et du coup, on va en détailler une de ces courses qui a eu lieu, le Grand Prix de Thaïlande sur le circuit de Buriram, qui fait 4,5 km avec 12 virages, un circuit plutôt rapide. Moi, j'ai pas trop suivi. Un circuit assez rapide, oui, en bout de ligne droite, les pilotes prennent à peu près 320, et un circuit forcément technique avec 12 virages, ça va, c'est quand même un minimum technique. Ok. Voilà. Ok, ici c'est Jorge Martin, comme le dernier d'ailleurs Grand Prix que j'avais présenté, je crois, qui s'est imposé encore une fois devant le champion du monde Francesco Bagnaia, qui n'est pas champion du monde maintenant, mais champion du monde l'année dernière, vous m'avez compris. Brad Binder, le pilote KTM, complète le tableau. Jorge Martin qui pilote pour Ducati Pramac. Francesco Bagnaia pour Ducati Usine et Brad Binder pour KTM qui complète ce podium. Très belle performance de Fabio Quartararo qui part de la 10e place avec une moto qui, disent-le, n'est plus au niveau de la concurrence, un petit peu moins puissante de 15-20 chevaux, très bonne en virage, ok, mais en ligne droite ça se fait manger par tout le monde. Ce dernier passe de la 10e à la 5e place. Johan Zarco finit 10e, on en reviendra un petit peu plus tard. Un excellent GP avec beaucoup de dépassements. On se demande encore aujourd'hui qui gagnera le titre entre Martin et Bagnaia. Je crois qu'il y a à peine une vingtaine, 25 points d'écart, je crois. Je crois qu'il n'y a même pas 24, ça va être très serré cette fin. J'aimerais bien que Martin gagne quand même, parce qu'au moins Bagnaia il laisse un petit peu la place. Et oui, un très beau GP avec beaucoup de dépassements, beaucoup d'attaques. On a vu des frères Marquez également. À l'œuvre de talent de Marc Marquez, bien sûr, n'est plus à prouver également, mais un très beau jet. Et puis, oui. Ça va être une fin de saison MotoGP incroyable. Il reste 4 courses. Il doit rester 3 ou 4 courses. Ok, ça va être une belle fin. On espère aussi voir Martin gagner. Voilà. Parce que Bagnaia, il a gagné contre Quartararo l'année dernière et ça m'a pas plu. Voilà, alors on va repartir sur Papy Alan qui va vous expliquer cette fois que les voitures peuvent désormais voler. Son nom, Subaru Air Mobility Concept, le véhicule aérien montré pour l'instant via un prototype statique reprend l'identité visuelle du constructeur. La signature des feux de jour rappelle furieusement celle du concept sportif survolté IRA de 1088 chevaux introduit début 2022. Côté technique, ce drone Subaru Air Mobility Concept dispose de 6 modules. Un concept qui n'est probablement pas prêt d'arriver dans nos concessions. En effet, les concept cars, comme vous le savez probablement, sont coûteux, parfois avoisinent des millions d'euros. Nous ne sommes pas prêts également à voir ce concept, notamment sur l'aspect sécuritaire. Ce drone devra soit être autonome et doté de milliers de capteurs très coûteux, avec une machine derrière un ordinateur derrière qui doit être puissant, ou soit manuel et nécessitera sûrement une nouvelle catégorie de permis. On a aussi l'aspect contrôle. En effet, les attentats du 11 septembre 2001 ont renforcé la sécurité aérienne. Cela impliquerait une nouvelle réglementation des assurances aménagées pour ce type d'engin, des probables changements de zone de survol, car comme vous le savez, les plus grandes villes de France ne peuvent pas être survolées par des petits avions, par des gros, ou même par des mini-drones. Ce concept fait rêver, hâte de le voir en France.
mais pas avant une dizaine d'années. Maintenant, Tom, vous parlez d'une exclusivité chez Ferrari. Voilà, Alors. qu'en est-il, Tom? Alors, la firme de Maranello a sorti une SP8 ou édition One of One qui a été faite pour un riche client taïwanais. Cette voiture reprend la base moteur et le châssis tout en aluminium de la F8 Spider avec un design qui est magnifique. Elle développe 720 chevaux et 770 Nm de couple, tout transmis au roue arrière, moteur atmosphérique. Non, biturbo. Ah, biturbo, ok. Prend 8000 tours. Cool. Du coup, 720 chevaux et 770 Nm de couple, c'est proche. Il y a peu d'écart. Donc ça veut dire que la puissance est cherchée très haut dans les tours. Assez audacieux d'ailleurs pour un turbo. Mais la prochaine fois, Ferrari, si vous nous entendez, mettez-nous s'il vous plaît un V8 atmosphérique. S'il vous plaît. Même si elle est magnifique, elle est belle à creux. Mettez-nous un V8 atmosphérique. Le s'il vous plaît. moteur, vous mettrez une petite fois. Voilà. J'espère que Ferrari entendra Voilà. cette. Et en cette Spider demande. en plus. En Ça Spider, devrait c'est même pas comme s'il y avait un système qui permettait de mettre une capote Non, ça, c'est dessus. stylé. C'est trop bien, c'est un roadster, ça hurle, ça chante. Voilà, donc en gros, environ 1 million d'euros, on pense, mais moi je pense que c'est plus cher. On va repasser la parole à Alan qui va vous parler d'électrique et de voitures électriques, l'électrique qui s'immisce peu à peu dans les voitures et qui va remplacer bientôt le carburant classique comme le diesel ou l'essence. Voilà, donc je t'en prie, tu peux présenter ta chronique. Bien évidemment. Stellantis, comme vous le savez, qui est né d'une fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a vu ses ventes progresser de 11% dans le monde au troisième trimestre 2023 seulement. Et son chiffre d'affaires progressait de 7%. Les modèles électriques phares du groupe, on peut le rappeler, la Peugeot i208, la Fiat 500, encore l'Opel Astra, se sont mieux vendus que le modèle S, modèle Y et modèle X de chez Tesla en Europe. Stellantis enregistre également une forte hausse des ventes dans le monde au troisième trimestre, au-delà de simplement la progression de 11% dans l'Europe. En effet, Stellantis a beaucoup investi et continue à investir énormément dans l'électrique. Ce n'est maintenant d'ailleurs dans tous leurs nouveaux modèles plus une option. Tous les modèles ont une variante électrique, ce qui n'est pas encore le cas de tous les constructeurs qui font soit des modèles spécifiques ou autres. Là, vraiment, vous voulez acheter par exemple une 408, vous l'avez en thermique, en électrique, en diesel, vous avez la panoplie. En hybride également. Hybride rechargeable, il faut le préciser. Donc il y a quand même une part importante d'électrique dans les hybrides. Et qui a d'ailleurs à reconfirmer vu son malus écologique baissé chez Stellantis, car ils ont fait un énorme travail sur l'échappement, le moteur et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bien bridé, quoi. Mais... Alors pour une fois, Tom a bossé comme jamais et alors il propose un contenu faramineux. Voilà, donc il a encore deux choses à vous présenter, une revue d'actualité et une chronique surprise. Voilà, donc je vous laisse avec lui, il va vous présenter cela et on se retrouve juste après. Alors, pour ma dernière revue d'actualité, je vais vous parler du Grand Prix du Mexique qui s'est déroulé à Mexico. Je parle du Grand Prix de Formule 1, bien sûr, sur le circuit Autódromo Hermanos Rodríguez. À plus de 2000 mètres d'altitude, on verra ça à son importance. Une des courses les plus dures physiquement pour les pilotes, je m'explique. En altitude, comme vous le savez, il y a moins d'oxygène. À 2000 mètres, normalement, c'est pas très flagrant, mais pour des pilotes qui sont en fait des sportifs de haut niveau, ça se ressent. Même si les voitures en altitude perdent un petit peu de leur performance, les pilotes ont beaucoup moins d'oxygène. Et ici, cumulé avec un circuit ultra rapide, avec une Vmax qui tourne entre 340 et 350 km/h, ça fait un combo, un mélange qui fait perdre en fait beaucoup de poids au pilote. Un pilote en général perd 2 kg, 1,5 kg sur une course. Ici, il peut perdre jusqu'à 3 kg, cumulé avec un dernier facteur plus environnemental qui sont les conditions météo. Ce week-end à Mexico, il faisait plus de 45 degrés et dans l'habitacle, les pilotes qui ont une combinaison inifugée, qui sont dans un tout petit habitacle, en fait quasiment pas plus large que cette table, de frôler les 70 degrés en plus du moteur qui leur tient en fait super chaud, quoi. Et donc tout ça fait que ça a été une course très éprouvante.
Encore une fois, pas de surprise, malgré la pole position de Charles Leclerc, le monégasque. Ce dernier se fera rattraper dès le premier tour car il a pris un mauvais départ par les deux pilotes Red Bull, Sergio Perez et Max Verstappen, et se verra immédiatement chipper la première place par Max Verstappen, qui est en plus déjà champion du monde. Mais bon, une victoire reste une victoire, donc bravo au vainqueur du jour, qui, Max Verstappen, tiendra tout le long de la course. On le verra, il y a eu quelques péripéties. Mauvaise nouvelle cependant, dès le premier virage, Sergio Perez, le coéquipier de Max Verstappen, qui revenait dans son pays, dans son pays au Mexique, avait à cœur tout simplement de gagner. On l'a vu dès le départ, il était de la 5e place et en fait, à un moment donné, il était virtuellement en premier. Mais il s'est éjecté et il n'a pas pu reprendre la course qui était à domicile dans son pays d'origine. Une énorme sortie en fait du fait d'une mauvaise anticipation de la position de Charles Leclerc, qui avait fait un mauvais départ et qui était très bien placé, et Sergio Perez a été un petit peu trop optimiste et est tout de suite sorti de la course. Ça a valu de coûter un bout de l'aileron avant à Charles, mais on le verra, ça a eu que des avantages en fait pendant la course. Donc la course continue avec de belles batailles entre Hamilton et Ricciardo pour le gain de la 4e place. Hamilton, pour rappel, court chez Mercedes et Ricciardo pour AlphaTauri. Et un deuxième beau combat entre Piastri et Russell, Piastri pour McLaren et Russell pour Mercedes. Ces batailles se sont situées autour de la 4e et la 7e place. Voilà. On notera du coup que la course a été interrompue par une safety car des suites de la course du crash énorme de Kevin Magnussen, le pilote de chez Haas. Yes, Haas. À plus de 200 km/h sur une partie où en plus les protections sont un petit peu moins efficaces. Ce crash s'est produit car son amortisseur arrière gauche a lâché à cause des freins en carbone qui ont fait surchauffer la pièce. Pour rappel, les Formule 1 sont équipés de freins carbone qui doivent être en température mais qui chauffent très vite avec la chaleur quand l'air ne peut pas circuler. En plus, ce jour-là, c'était plus de l'air chaud que de l'air froid. Ça a fait surchauffer la pièce et on a carrément vu les freins carbone brûler. On le voit au crash, j'ai pu regarder ce grand en prix, on le voit qui sort et quelques secondes après il s'extrait de la voiture et on voit une fumée. Moi comme tout le monde je me suis dit le moteur a pris feu, ça arrive, mais non, des commentateurs expliquent bien que c'est bien des freins et quand on regarde de plus près on voit que vraiment la fumée s'échappe du pneu et c'est dû aux très très fortes températures qu'ont subi ces freins qui sont excellents, mais là entre les 350 km/h, la chaleur intense, là les freins pour cette voiture là ont surchauffé et sortie de piste. Je ne ferai pas de commentaire de plus sur les Kevin et les voitures pour ne pas avoir de problème. La course a été relancée du coup parce qu'un drapeau rouge a été déclaré, une safety car, blablabla, et quand il y a drapeau rouge, la course est relancée, on repart à la grille de départ avec pas la grille des qualifications, mais la grille des pilotes actuellement à leur place. Donc on note Max Verstappen qui est parti en premier, Leclerc en deuxième et Hamilton en troisième. Ce dernier du coup reprendra sa 2e place des suites d'un très beau dépassement très spectaculaire sur Charles Leclerc dans la ligne droite. Pour parler un tout petit peu des Français et pour finir cette revue d'actu, les Alpines finissent 10e pour Ocon et 11e pour Gasly, et on notera tout à la fin le mauvais dépassement de Yuki Tsunoda sur Oscar Piastri qui lui aura valu un très joli tête à queue. Un Grand Prix plutôt bien, mais encore une fois on s'attendait un petit peu au résultat. Ça faisait 3-4 ans que Verstappen gagnait, donc un peu plutôt cool, mais parfois un petit peu plus inintéressant on va dire. Voilà. Attendons 2024, il pourra voir quelques petits changements, notamment dans l'écurie française Alpine. Voilà, on ne peut pas en dire plus, mais il y a quelques petites infos assez sympas. Attendons 2024. Verstappen est quand même très très fort, donc on verra bien, mais j'ai espoir. Voilà. Bon, maintenant je vais passer à ma chronique. On va parler de la première victoire en MotoGP de notre pilote de cœur, le français Johann Zarco, à l'inverse de Fabio Quartararo qui a déjà remporté
de multiples victoires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été champion du monde 2021. Ici, c'est Johan qui a gagné sa première course de MotoGP en Australie à Phillip Island. Il est parti 6e et finit bien sûr premier en remontant 5 places sur les derniers tours de ce GP avec que des pilotes de haut nom. Je crois qu'il était avec Martins, Bagnaia. Il a doublé Bagnaia en bout de ligne droite, à savoir égal. À mon petite pression que Phillip Island est un circuit très technique, avec une grande ligne droite et également énormément en dévers, je crois, avec quelques virages à l'aveugle, donc un circuit très technique, mais Johan Zarco a encore pu faire parler sa technique et son ingéniosité, et oui, il a remonté, je crois c'était dans les 5 derniers tours, il a commencé par doubler Bagnaia, oui, en bout de ligne droite, donc il faut une faire, et après il a remonté, j'ai pu des autres pilotes, il a au moins doublé Martin pour le gain de la première place, mais non, vraiment, bravo à lui. Une très belle performance. Je vais parler un tout petit peu plus en détail en fait de Johan Zarco, qui est un pilote français qui a 33 ans, ouais, il est dans le 90, il a 33 ans, il est double champion du monde de Moto 2, puis il est rentré dans la catégorie Rennes à partir de 2017. Ouais, 2017. C'est un pilote très complet. La saison dernière, il a fini 3e au 3e ou 4. Et c'est vraiment un pilote super intéressant à suivre. Il a donné beaucoup d'interviews. Il est très, très sérieux comme garçon, on pourrait dire. On l'a vu tourner sur de multiples chaînes YouTube. Un pilote vraiment très expérimenté qui mérite cette victoire. Il le mérite tant par son talent que par sa technique. C'est un des premiers avec Ducati à franchir la barre des 360 km/h sur une moto, et en tout cas en MotoGP. Et c'est vraiment un pilote fabuleux à suivre, très humble, beaucoup d'humilité, et il est vraiment très intéressant à suivre, et on espère que de la réussite pour ce pilote encore dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup pour la pertinence de vos propos. On voit que vous êtes deux grands fans de F1 et de MotoGP. Alors personnellement, avec Alan, on est un peu perdu parce que c'est pas... Alors Alan est fan de MotoGP aussi, mais moi pas du tout. Donc je suis un peu perdu dans la discussion, mais en tout cas ça a l'air très intéressant. Merci beaucoup pour le travail de recherche qu'il y a derrière que vous avez fait. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. On est en train de faire 200 vues pratiquement par jour. C'est absolument incroyable. Et tout ça, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.